Maintenant que nous savons calculer une intégrale grâce à un calcul de primitive, nous allons voir les deux grandes formules de calcul intégral qui sont la formule d'intégration par partie et la formule, le théorème de changement de variable. Donc la formule d'intégration par partie est la suivante. L'intégrale de a à b de u' de x fois v de x, c'est u de b v de b moins u de a fois v de a, moins l'intégrale de a à b de u de x fois v' de x dx. Donc pour écrire cette formule, il faut avoir u et v qui sont deux fonctions de classe C1 sur notre segment AB. Le terme du milieu, on sait toujours le calculer, puisqu'on connaît l'expression de u et v. Donc l'idée, c'est de remplacer l'intégrale de gauche par l'intégrale de droite. On a remplacé u' par u et v par v'. Donc bien sûr, il faut que la fonction uv' soit au final plus simple que l'intégrale de la fonction u'v. Donc quand est-ce qu'on peut penser à utiliser cette formule? Quand on a des termes en x puissance n fois f, puisqu'en dérivant n fois x puissance n, on va obtenir une constante. Donc là, il faut appliquer n fois la formule. Bien sûr, il faut que la fonction f, on va devoir prendre n fois une primitive, il faut qu'elle soit très simple. Ensuite, lorsqu'on a des bijections réciproques comme ln, arctangente, arccos ou arcsine, leur dérivée en expression beaucoup plus simple. Donc ce sera souvent intéressant d'intégrer par partie. Et enfin, donc quand on a des fonctions sinus, cosinus ou exponentielles, leur dérivée est très proche de la fonction initiale, donc leur primitive aussi. Et donc ça peut être intéressant d'intégrer par partie. Donc voyons voir la démonstration. Donc déjà, pourquoi on suppose que les fonctions sont de classe C1? Donc ceci assure que leurs dérivées sont continues. Et donc par produit, les fonctions u'v et uv' sont continues. Et donc les deux intégrales ici ont bien un sens. Ensuite, on écrit la dérivée d'un produit, on isole ce terme, on intègre, on coupe en deux par linéarité de l'intégrale. Et d'après le corollaire 16, l'intégrale d'une dérivée, c'est la fonction évaluée en b moins la fonction évaluée en a. Et donc on a démontré la formule. Et donc on peut se rappeler de ceci de moins qui vient du fait qu'on a changé ce terme de côté dans la dérivée d'un produit. Un petit rappel du chapitre sur les calculs de primitives. On a vu qu'une primitive de f, on pouvait l'écrire intégrale de f de x dx sans borne. Alors dans ce cas-là, la formule d'intégration par partie, c'est une primitive de u'v, c'est uv moins une primitive de uv'. Mais alors attention, le x qui est là est une variable globale. Par contre, le x qui est dans les intégrales est une variable muette. Donc mathématiquement, ces notations sont complètement absurdes, puisque la même lettre désigne deux choses différentes. Mais malheureusement, pour gagner du temps, dans des calculs de primitives qui sont souvent très compliqués, eh bien on utilise quand même cette formule. Mais il faudra faire attention. Donc maintenant, voyons voir quelques exemples. Nous allons calculer les primitives de la fonction ln sur R étoile plus, en utilisant la notation intégrale. Donc l'idée, c'est de faire apparaître un produit, donc on fait apparaître le 1. Ensuite, on intègre par partie, donc 1 c'est u', ln c'est v, donc uv c'est x ln de x, moins une primitive. Alors, u' c'était 1, donc u ça fait x, v c'était ln de x, donc v' c'est 1 sur x. Ici on simplifie, ça fait 1, une primitive de 1 c'est x, donc on trouve que les primitives de ln de x sont x ln de x moins x plus une constante. Donc on voit que sans se poser des questions sur les variables muettes, le calcul n'a pas vraiment de sens, mais finalement on trouve assez vite le résultat. Donc c'est pour ça qu'on le fait sous cette forme. Alors, la justification on la fait souvent après, pour ne pas surcharger le calcul. Donc ici on a dit que u c'était x flèche x, v c'était x flèche x ln de x, et ces fonctions sont bien sûr de classe C1 sur notre intervalle qui est 0 plus l'infini. Alors, donc ici, on n'est pas sur un segment, puisqu'en fait, on a utilisé la formule d'intégration par partie entre 1 et x, qui est un segment, pour tout x dans cet intervalle. Alors, le deuxième exemple, on va calculer l'intégrale de 0 à 1 de x par x carré exponentielle x. Donc là, par deux intégrations par partie, on va transformer x carré en 2. Et 2 fois une primitive de exponentielle x, on va retrouver exponentielle x. Donc ça devrait marcher.
Donc cette intégrale, on l'appelle I. On appelle u de x, x au carré, v' c'est exponentielle x. Donc u' c'est 2x, et v de x c'est exponentielle x. Donc u et v sont bien sûr de classe C1, donc par intégration par partie, on arrive ici. Et on a l'intégrale de x exponentielle x pour x allant de 0 à 1, qu'on appelle j. De même, on la calcule par intégration par partie, et on trouve 1. Donc ici, on n'a pas besoin de réécrire la justification, puisqu'on l'a déjà fait proprement pour la première. Ensuite, on réinjecte 1 dans ce calcul, on trouve e-2. Donc là, pour mémoire, on peut vérifier le signe pour voir si c'est pas absurde. Donc au départ, x carré exponentielle x, c'est tout le temps positif. Et par positivité de l'intégrale, i doit être un nombre positif. À la fin, on a trouvé e-2, comme e c'est à peu près 2,7, on a bien trouvé un nombre positif. Donc le signe est cohérent, ça ne veut pas dire que c'est juste, mais déjà ce n'est pas complètement absurde. Troisième exemple, l'intégrale de 0 à pi de exponentielle x cos x. Donc là, si on dérive cosinus, ça va faire sinus, l'exponentielle par primitive ne bouge pas. Et ici, donc la dérivée de cosinus c'est moins sinus, si on redérive, ça fait moins cos, et l'exponentielle ne va pas bouger par primitivation. Donc là, en fait, on ne va pas vraiment calculer l'intégrale, on va la faire apparaître dans une équation, et on va résoudre cette équation. C'est un peu plus astucieux. Donc, pareil, on l'appelle I. Donc, U' c'est exponentielle x, V c'est cos x, donc U de x exponentielle x, V' c'est moins sinus x. Les fonctions U et V sont bien sûr C1, donc par intégration par partie, on arrive ici. Donc, comme prévu, on a intégrale de 0 à pi de exponentielle x sinus x qu'on appelle J. On refait une intégration par partie. Alors attention, si vous faites une primitive de sinus et que vous dérivez exponentielle x, vous allez revenir en arrière et vous allez démontrer que i égale i. Ce qui n'est pas faux, mais ça ne va pas trop nous aider. Donc pour ne pas revenir en arrière, il faut continuer à dériver ce terme et à primitiver ce terme. Donc on le fait et on trouve que j égale moins i. On le réinjecte. On tombe sur cette équation, donc on voit qu'on a bien fait apparaître une équation par rapport à i. Elle est très simple à résoudre, et on a trouvé la valeur de i. Alors, un petit rappel, on savait calculer cette intégrale avec les complexes. Donc, exponentielle x cos x, c'était la partie réelle de exponentielle 1 plus ix. Donc i, c'était la partie réelle de cette intégrale. Là, une primitive de exponentielle lambda x, c'est 1 sur lambda exponentielle lambda x, donc on sait calculer cette intégrale. On arrive là, et en prenant la partie réelle, on retrouve la valeur de i. Là, alors deuxième théorème, c'est le théorème de changement de variable. Donc par analogie avec les sommes discrètes sigma, on pouvait faire des changements d'indice. Mais c'était assez limité, on pouvait poser k' égale k plus 1, k moins 1, k plus 2, k moins 2. Là, dans les intégrales, on va pouvoir changer de variable, et on a beaucoup plus de possibilités. Comme on va le voir, il suffit que le changement de variable soit de classe C1. Donc, voyons l'énoncé. L'intégrale de AB de f de x dx, c'est l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de t, phi' de t dt. Donc, comment on fait ceci? On voit que dans l'intégrale, on pose x égale phi de t. Donc, je vais remplacer x par phi de t. Le dx devient phi' de t dt. Donc, dx phi' de t dt. Et ensuite, il faut changer les bornes. Donc, il faut que quand t égale alpha, phi de alpha, ça fasse a. Et quand t égale bêta, phi de bêta, ça fasse b. Et on a trouvé la formule. Alors, mathématiquement, quand est-ce qu'on peut écrire ceci? Donc, la fonction f, ici, j'ai une intégrale de f, donc je la suppose continue. La fonction phi, elle apparaît là, et ici, j'ai phi'. Donc, pour que ceci soit continu, il faut que phi soit de classe C1. Alors, f, c'était continu entre a et b. Phi, c'est C1 entre alpha et bêta. Ensuite, pour écrire f de phi de t, c'est une composée.
Donc il faut que phi soit C1 sur alpha bêta, à valeur dans AB, puisque f est défini sur AB. Et enfin, il faut que phi de alpha ce soit A et phi de bêta ce soit B. Donc voyons la démonstration de ce résultat. Donc on suppose f continue sur AB, ici il manque un mot, à valeur réelle, phi C1 sur alpha bêta, à valeur dans AB. On suppose aussi que phi de alpha c'est A et que phi de bêta c'est B. Alors, comme f est continu sur AB, on peut se donner une primitive grand F de petit f sur AB. Donc dans ce cas-là, l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est égal, d'après corollaire 15, à grand F de B moins grand F de A. D'autre part, on sait que grand F est de classe C1 sur l'intervalle AB. Ici, il manque C1, décidément. Donc par composition, avec la fonction phi, qui était bien à valeur dans AB, on obtient que f confi est de classe C1 sur alpha bêta. Par formule de dérivation d'une composée, on trouve que la dérivée de grand F confi, c'est phi prime fois grand F prime de phi de t, ce qui fait phi prime fois petit f de phi de t. Donc si on lit cette formule à l'envers, une primitive de cette fonction, c'est grand F confi. Et donc, si on calcule l'intégrale de phi prime fois f prime de phi de t dt, on trouve grand F confi évalué en bêta et en alpha. Or, phi de bêta, c'est B, phi de alpha, c'est A. Donc on retrouve grand F de B moins grand F de A. Et donc on a que l'intégrale de A à B de F est égale à l'intégrale de alpha à bêta de phi prime f prime de phi de t dt. Donc là on voit dans ce calcul que le dx et le dt, mathématiquement, ce ne sont que des notations, ce ne sont pas des nombres. C'est juste pour se rappeler par rapport à quelle variable on intègre. Donc cette formule dx égale phi prime de t dt n'a pas de sens mathématique, c'est juste qu'elle permet d'écrire la bonne formule. Mais ce n'est pas du tout une démonstration. C'est un moyen mémotechnique. Alors, voyons voir des exemples. Donc vous allez voir que les changements de variables, c'est-à-dire la fonction phi, ce n'est pas à vous de la deviner. Elle est donnée dans l'énoncé. En général, on vous dit de poser telle chose et de faire le calcul. Donc, par exemple, ici on appelle i l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x divisé par 1 plus exponentielle 2x dx, et on vous dit de poser t égale exponentielle x. Donc allons-y. Donc on pose t égale exponentielle x. Alors attention, dans le théorème, c'était écrit x égale phi de t. Donc il faut avoir x en fonction de t. Il faut inverser cette formule au sens de la bijection. Donc la bijection réciproque de l'exponentielle, c'est ln. Donc x est égal à ln de t, c'est ça notre fonction phi. Ensuite, on calcule les bornes. Donc x va de 0 à 1, c'est a et b. T, il faut trouver alpha et bêta. Bon, bah comme t, c'est exponentielle x. Exponentielle 0, ça fait 1. Exponentielle 1, ça fait e. Donc l'intervalle, le nouvel intervalle, c'est 1e. La fonction ln est bien c1 sur 1e, parce qu'elle est c1 sur 0 plus l'infini. Donc notre changement de variable est licite, c'est-à-dire qu'il est possible. Donc de moyens mémotechniques, on écrit dx égale phi prime de t dt, ça fait dt sur t. Et donc dans i, on remplace x par ln de t, et dx par dt sur t. Donc là, il faut faire attention, il faut que tous les x aient disparu. Si vous aviez laissé dx, par exemple ici, et t, ça n'avait absolument aucun sens. Après, on simplifie par t. Et là, donc, on doit calculer une intégrale de 1 sur 1 plus t carré. On reconnaît la dérivée de arc tangente t. Et donc, on trouve arc tangente e moins pi sur 4. Deuxième exemple. On vous demande de calculer l'intégrale pour x variant de 0 à 1 de racine de 1 moins x carré dx en posant x égale sinus t. Donc c'est pareil. Alors ici, x égale sinus t, c'est notre fonction phi. X va de 0 à 1. Donc on cherche t. Alors là, on a plusieurs solutions. Si x égale 0, que vaut t? On prend le plus simple possible, on prend 0. Quand x vaut 1, quand est-ce qu'un sinus vaut 1? Il y a une infinité de solutions. On prend le plus simple, pi sur 2. Donc ici, on voit qu'il y avait plusieurs solutions pour les bornes. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que la fonction phi soit de classe C1.
Donc ici, on a pris 0π sur 2. La fonction, c'est sinus. Sinus, bien, c'est 1 sur 0π sur 2. Donc notre champ de variable est licite. Moyen mémotechnique, dx, ça fait cos t dt. Et donc on remplace dans l'intégrale, on remplace x par sinus t, et dx par cos t dt. Et alors là, on voit qu'il va y avoir un peu plus de travail. Donc 1 moins sinus carré, c'est cos carré. Et racine de cos carré, attention, ce n'est pas cosinus, c'est valeur absolue de cosinus. Donc là, on est heureux d'avoir choisi 0π sur 2, puisque sur cet intervalle, cosinus est positif. Donc valeur absolue de cosinus, c'est cosinus, donc on arrive à cos carré. Et là, on se rappelle que pour trouver une primitive de cos carré, il faut le linéariser. Donc ici, normalement, on connaît par cœur que cos carré, c'est 1 plus cos de t sur 2. Donc on l'injecte dans l'intégrale. On met le 1,5 en facteur par linéarité. Une primitive de 1, c'est t. Une primitive de cos de t, c'est 1,5 de sinus de t. Ensuite, on fait le calcul. On trouve pi sur 4. On peut vérifier le signe. On trouve un nombre positif, ce qui est cohérent, puisqu'au départ, on intègre une fonction positive. Ceci termine notre deuxième exemple. Alors, et on peut en déduire le corollaire suivant sur l'intégrale d'une fonction qui est paire ou impaire. Pour une fonction paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Une fonction impaire a une symétrie centrale par rapport à l'origine. Donc on sent bien qu'on va avoir des propriétés par rapport à l'aire si on intègre de moins a à 0 et de 0 à a. Donc plus précisément, on prend une fonction continue sur moins a, ça c'est pour que son intégrale de moins a soit définie. Alors si elle est paire, l'intégrale de moins a à a, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à a, ou 2 fois l'intégrale de moins a à 0. Si la fonction est impaire, l'intégrale de moins a à a est forcément nulle. Voyons la démonstration de ces résultats. Donc on commence avec la relation de Chasles. L'intégrale de moins a à a, c'est l'intégrale de moins a à 0 plus l'intégrale de 0 à a. Dans l'intégrale de gauche, on pose x égale moins t, c'est notre fonction phi. Donc les bornes, on allait de moins a à 0, donc là on va aller de a à 0. Notre fonction phi, c'est moins t, donc c'est une fonction affine, elle est de classe C1. Et dx, c'est moins dt. Donc on applique la formule de changement de variable. Attention, pour t, les bornes sont dans le mauvais sens, mais ce n'est pas grave, il faut les réécrire dans le même sens que dans le tableau. Donc si on allait de moins a à 0 au départ, maintenant on va de a à 0. Ensuite, f de x, ça devient f de moins t, dx, ça devient moins dt. Alors là, on voit qu'on a un signe moins ici. Si on le sort devant par linéarité, on peut l'absorber en échangeant les deux bornes de l'intégrale. Donc ça devient l'intégrale de 0 à a, et le moins a disparu, de f de moins t dt. Mais alors, comme f est paire, f de moins t, ça fait f de t. Du coup, ici, ça fait f de t. Et comme t est une variable muette, et x aussi, on peut remplacer t par x. Donc on a montré que l'intégrale de moins a à 0 est égale à l'intégrale de 0 à a. Donc géométriquement, on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc l'aire de part et d'autre de cet axe sont égales, ce qu'on vient de démontrer. Donc si on le réinjecte ici, ces deux termes sont égaux, donc ça fait 2 fois ce terme ou 2 fois ce terme. Alors si on prend une fonction impaire, on repart de cette formule. L'intégrale de moins a à 0 de f de x dx, c'est l'intégrale de 0 à a de f de moins t dt. Mais si f est impaire, f de moins t, ça fait moins f de t. Donc l'intégrale de moins a à 0 de f de x dx, c'est moins l'intégrale de 0 à a de f de t dt. Comme ce sont des variables muettes, ça fait moins l'intégrale de 0 à a de f de x dx. Donc cette fois, les deux termes sont opposés, et on trouve que l'intégrale de moins a d'une fonction impaire est nulle. Fin de la démonstration. Donc des exemples. L'intégrale d'une fonction avec une valeur absolue. Donc on ne connaît pas de primitive de valeur absolue de x qui marche tout le temps. Alors il faudrait distinguer, couper l'intégrale en morceaux pour essayer d'enlever la valeur absolue. Ou pour aller plus vite, la valeur absolue de x est une fonction
paire, et on intègre de moins 2 à 2. Donc d'après le résultat au-dessus, ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à 2 de valeur absolue de x dx. Mais comme on va de 0 à 2, x est positif, donc valeur absolue de x, ça fait x. Donc là, j'ai fait disparaître la valeur absolue. Et ensuite, donc, on trouve 4. Ici, petit piège, on voit qu'on va de moins a à a. Et ici, arctangente est impair, sinus est impair, arctangente est impair, donc cette fonction est impaire. Et donc, d'après la deuxième propriété, cette intégrale vaut 0 sans que je sache calculer une primitive de cette fonction. Ceci termine notre vidéo.